Bienvenue au Mâche Patate, le podcast éclaté des urbainculteurs où on célèbre l'agriculture urbaine dans toute sa diversité. Des techniques de culture aux projets innovants, en passant par les enjeux et défis du milieu urbain, on réfléchit avec vous, on en jase avec nos invités et on se fait aller Mâche Patate! Cet épisode de Mâche Patate vous est présenté par SmartPot. Les SmartPots sont des pots de jardinage en géotextile sans BPA, fabriqués aux États-Unis, qui permettent de cultiver de tout, partout, facilement et à faible coût. Légers, durables et non cassables, ces pots réputés sont offerts dans de nombreux formats. Leur paroi laisse passer l'air, ce qui vous assure des plantes plus résistantes, plus productives, avec les racines au frais. Parfait autant pour les petits balcons que les grands toits jardins et partout pour créer des jardins instantanés comme les urbainculteurs le font depuis près de 10 ans. Pour en savoir plus, visitez www.smartpots.com, c'est donc www.smartpot.com. Bonjour tout le monde, bienvenue au Mâche Patate, le podcast des urbainculteurs. Je suis Marie-Hélène Dubé et je co-anime avec Marie-Hélène Jacques. Bonjour! Alors, aujourd'hui, on veut vous parler des fermiers de famille. En fait, plus particulièrement, on veut s'adresser à tous ceux qui vivent plus ou moins concrètement le fantasme de devenir fermier. Parce qu'il y en a pour qui c'est peut-être juste une rêverie, mais d'autres pour qui c'est un projet quand même à court terme. D'abord, pour le bénéfice de tous, un fermier ou une fermière de famille, c'est le nom qu'on donne aux fermiers qui livrent les fameux paniers bio. Donc, les paniers bio, c'est des légumes, des fruits, parfois de la viande, des œufs, etc., selon la formule qui vous sont livrés une fois par semaine à un point de chute directement par la ferme qui produit. Donc, vous avez des produits locaux, frais, biologiques et sans intermédiaire. Fait que l'idée derrière l'expression fermier de famille, c'est l'idée qu'on a son fermier comme on a son médecin. Donc, c'est quelqu'un avec qui on est en relation, puis c'est quelqu'un qui, comme notre médecin, a notre santé à cœur d'une certaine façon. Ben oui. Puis dans les dernières années, il y a clairement un énorme engouement pour la formation en agriculture puis en horticulture. Plusieurs programmes qui étaient sur le bord de fermer là, sont devenus des programmes contingentés maintenant. Donc, on parle de passer de cohortes de 6-7 étudiants à 2 cohortes de 30. Donc, c'est pas rien. Il y a bien sûr plein de façons d'entrer sur le marché du travail par la suite, mais un nombre considérable de ces personnes-là doivent envisager devenir fermiers de famille. Et puis, il y a plusieurs observateurs qui attribuent cet engouement-là au travail de Jean-Martin Fortier. Donc, si vous le connaissez pas, c'est comme une genre de rockstar de l'agriculture biologique. Tout a commencé avec un livre qui s'appelle Le jardinier maraîcher, qui est littéralement un mode d'emploi pour cultiver de façon intensive et biologique. Donc, on appelle ça, oui, du bio-intensif, sur des petites surfaces avec des outils et des machines simples. Puis, tout ça en dégageant un revenu qui permet de vivre dignement. Fait que ça a eu évidemment un énorme succès, puis c'est maintenant un film, une télésérie, une série de cours en ligne, ça a créé quand même une onde de choc là. Oui, vraiment. Ouais. Puis cette soudaine perspective là de pouvoir faire de l'agriculture écologiquement et simplement sans avoir besoin de s'endetter à mort pour acheter une énorme terre puis de la machinerie puis de pouvoir en vivre, ça a donné à beaucoup de gens qui ont pas grandi sur une ferme, qui sont urbains, souvent éduqués, l'envie d'embrasser le métier d'agriculteur. Donc il y a aussi, faut pas se le cacher, mais il y a une vision romantique là, d'un noble métier qui serait porteur de sens. Puis là, ça donne toutes sortes d'histoires, comme une fille qui lâche son doctorat pour devenir fermière, puis qui réussit vraiment bien, ou un gars avec une technique en génie mécanique qui décide de se partir une ferme, puis qui en bave sur un méchant temps au début, mais qui persiste, ou des histoires plus tristes, comme un fermier mal préparé qui se plante, puis qui doit rembourser tous les adhérents à ses paniers au mois de juillet parce que ça marche pas pantoute. Fait qu'il y a des beaux succès, puis aussi des solides désenchantements. Puis aujourd'hui, donc, au Mâche Patate, on reçoit un homme qui est fermier de famille depuis 15 ans, qui est copropriétaire d'une ferme à Saint-Alban, dans Port-Neuf, et qui porte le merveilleux nom de Terra Sativa. Et je dis copropriétaire parce qu'ils sont cinq amis de très longue date qui se sont embarqués dans une folle aventure, mais surtout une aventure qui dure. Donc, bonjour, Guillaume Barry. Bonjour. Bonjour. Donc, détrompe-nous s'il le faut, mais on a entendu dire que vous êtes 5 amis de longue date qui ont presque tous grandi sur la rive sud de Montréal, moi aussi d'ailleurs, donc ce n'est pas un jugement, et qui sont éventuellement devenus fermiers ensemble. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'à certains ou plusieurs égards, vous ressembliez à un certain point de votre parcours aux jeunes urbains éduqués qui romantisent le métier d'agriculteur qu'on a décrit en intro? Je me retrouve à certains égards, effectivement, moi ou mes collègues que je représente aujourd'hui, dans cette description-là, effectivement. Mais bon, ça fait curieux de constater, justement, à la lumière de ça, qu'en 15 ans, les choses ont quand même évolué, changé.
Donc, il y a certains éléments du contexte de maintenant que je peux replacer à l'époque, puis d'autres qui le rendent différent. Jean-Martin n'était pas là. Non, oui, c'est ça. Bon, il y avait ces techniques-là étaient là, il y avait d'autres équivalents, mais ne serait-ce que par les informations elles-mêmes, que la façon de les diffuser, de les rendre accessibles, c'était pas la même chose à l'époque. Mais effectivement, au départ, on était 6 associés au départ. On avait tous en commun de ne pas être issus du milieu agricole. Ça a été un établissement très progressif en agriculture. Ça s'est fait de façon mesurée, on va dire ça comme ça. Et aujourd'hui, 15 ans plus tard, semble nous donner raison. Mais oui, parce que c'est ça, vous fêtez vos 15 ans, puis de ce qu'on a entendu, il y a des gens qui évaluaient l'espérance de vie de votre projet, de façon peut-être un peu pessimiste au départ. Soit des gens du milieu agricole, peut-être même votre famille. Est-ce que j'imagine que vous en avez surpris plusieurs, là, ou le fait que ça dure comme ça? Le fait que ça dure, je sais pas si on n'a pas eu un moment de rétroaction par rapport à ça. C'est sûr que on a été quand on présentait notre projet au départ, ou quand on est allé chercher un peu de consolidation ou d'idées précises auprès de gens d'agriculture, il y en a qu'on a croisés qui ont été extrêmement décourageants. Et mais ça a été un constat qu'ils ont fait sur notre projet d'établissement au départ. C'est facile après ça de revenir en arrière puis de se dire il y avait tort, on a eu raison, on a toffé. Je pense que c'était surtout une question de manière plus qu'une question de propos dans leur cas. Effectivement, notre projet au départ, comme énormément de projets entrepreneuriales, je crois, brossait large, voyait grand. Mais on en était parfaitement conscient, en tout cas, si je peux tracer un parallèle entre le fait de se lancer en entreprise comme le fait d'avoir des enfants. La seule chose que tu peux être sûr au départ, c'est que tu vas avoir à t'adapter sans arrêt. C'est tout, c'est la seule certitude. Donc, on s'est lancé là-dedans avec énormément de bonne volonté, d'énergie, en voulant faire beaucoup de choses. Et il y a des gens qui, voyant ça, disaient, leur constat, c'était peut-être, ça va être difficile, vous allez rusher, vous allez trouver ça difficile, que ça soit parce que le milieu est difficile ou parce que votre projet est pas facile. Il y en a qui ont une façon peu cavalière de nous le dire. Donc, après ça, quand on dure, c'est le fun de se retourner puis de dire, quintoué, on a eu raison, on est toujours là. Mais ça serait faire fausse route que de nier les difficultés réelles qu'on a eues, les écueils et des épreuves qu'on a traversées qui auraient pu nous faire abandonner ou lâcher malgré nous si on n'avait pas été un groupe. Puis dans le jugement que ces gens-là portaient, si on veut, est-ce que tu sentais que le fait que vous veniez pas du milieu agricole à la base, c'était-tu quelque chose qui leur faisait dire que ça réussirait pas? Dans ces cas précis-là, non, parce que nous, à partir du moment, je veux dire, on a effectivement grandi sur la rive sud de Montréal, Longueuil pour la plupart, puis indépendamment et sans jugement sur le fait qu'on a eu dans l'ensemble une adolescence heureuse, on a eu le constat très clair qu'on ne voulait pas vivre dans ce milieu-là, qui est les gens ont tendance à parler de la banlieue comme dire c'est un mélange entre la campagne et la ville. Moi je dirais c'est ni un ni l'autre, c'est une zone de neutralité totale, d'individualisme, d'empilade de gens qui ont de la difficulté à former des communautés. Enfin bref, ça peut avoir ses qualités ou ses défauts. Nous, le constat a été clair, c'est que ce n'est pas ce qu'on veut faire. Et par des expériences qui ont commencé par le voyage, beaucoup, dans notre cas, les premières expériences agricoles sont venues en voyage à l'étranger. Donc, la découverte du milieu rural, du milieu agricole, et là, de réaliser, on va synthétiser de façon globale, mais que nos rêves de liberté, d'indépendance et d'impact sur notre environnement, c'est à travers l'agriculture que ça pouvait se matérialiser. Et à partir du moment où on a fait ce constat-là, on n'a pas fait l'erreur de vouloir se lancer immédiatement dans un projet d'établissement agricole. On est allé chercher des formations, on est allé chercher de l'expérience autant pratique sur des fermes que dans le voyage encore là aussi, parce que sachant qu'une fois établi, on aurait de la difficulté à se déplacer, on aurait plus de misère à vivre des choses qu'on pourrait regretter pas avoir faites pendant notre jeunesse. Bref, on a pris, on va dire un gros 8 ans soit d'études, de voyages, d'expérience à affiner notre projet de plus en plus, de sorte que quand on est arrivé avec notre plan d'affaires carrément et le projet d'établissement qu'on avait qui se cherchait en fait une terre sur laquelle se concrétiser, à ce moment-là, on se sentait bien outillé et là les jugements que les gens, surtout notre entourage, pouvaient poser sur le fait qu'on n'était pas issu de ce milieu-là, est-ce que c'était crédible ou quoi que ce soit, ça avait pas mal été mis à l'épreuve par la durée. Il y avait plus de monde que ça dans le projet au début, il y en a beaucoup qui ça débarquait assez rapidement, puis ça se concrétisait. Et notre petit groupe-là, on avait fait nos preuves, avant même d'avoir à s'établir, on avait fait nos preuves du sérieux de la démarche à tout le monde. Conserver un rêve 8 ans de temps,
c'est quand même... Ouais, ben, déjà. Je dirais qu'un rêve de Oui, liberté, d'indépendance et d'impact positif, ça dure une vie, normalement. Ouais, rendu là, ta mère, elle peut plus dire, écoute, Guillaume, c'est juste une phase. Ben, ouais. Après 8 ans, non, c'est Effectivement. ça. On sent que c'est au fond du cœur que c'est ancré, là. Peut-être que la vie n'est qu'une phase. Ah, Guillaume. Donc, ça a été dit quoi? comme ça. T'as mentionné que ce serait faire faux pas de nier qu'il y a eu des écueils puis des difficultés au départ. Oui. Tu peux-tu expliciter c'est quoi les écueils et les difficultés des jeunes agriculteurs qui s'établissent? Il y en a énormément. Je dirais, ça serait très exhaustif d'en faire toute la liste. Les vôtres, mettons. Ben, je veux dire, ce qui a fait notre force et ce qui nous a permis de durer, je dirais, à travers des écueils circonstanciels. Ça peut être des erreurs, des erreurs agronomiques ou agricoles au départ, des enjeux ou plutôt de l'adversité climatique, des gros problèmes au niveau de tout ce qu'on contrôle pas. Ça a été grâce à le fait qu'on était plusieurs personnes à se supporter qu'on a réussi à traverser tout ça, mais à l'inverse, ça a été difficile d'établir une rentabilité d'entreprise qui nous a permis d'avoir des salaires tout le monde. Et encore, c'est toujours un enjeu, c'est toujours compliqué. Donc, je dirais que le simple fait de gagner sa vie au départ, ça a été une grosse difficulté. Je pense que personne, à part quelques exceptions, en tout cas dans tous les gens que j'ai croisés, une très courte parenthèse, mais avant de s'établir en agriculture, j'ai travaillé en inspection, en certification agroalimentaire. Okay. J'ai donc rencontré beaucoup d'entreprises et beaucoup d'entreprises bio, quoi. Fait que mon expérience, autant comme maraîcher, à croiser d'autres collègues, avoir d'autres types de fermes, tout ça se complète. Il y a quelques personnes qui arrivent en agriculture avec l'impression qu'ils ont l'idée qu'ils vont immédiatement réussir et faire beaucoup d'argent. Dans l'ensemble, les gens qui s'en vont là sont conscients que c'est un cas de vocation et qu'il faut s'attendre à ramer solide et à mettre de côté beaucoup d'impressions de plaisir, d'utilité, de cohérence avant de mettre du cash, parce que c'est payant beaucoup plus en autosatisfaction qu'en espèces sonnantes et trébuchantes par rapport au début. C'est ça, j'ai l'impression que c'est un peu ça, l'espèce de... je peux pas utiliser une expression choquante, là, mais de dommage collatéral du travail de Jean-Martin Fortier. C'est que justement, je pense que ses écrits ont comme distillé l'espoir qu'on pouvait rapidement être un agriculteur performant, qui dégage des profits, qui en vit dignement, alors que c'est réellement une vocation. Comme le mot est pas faible, je trouve, que tu utilises. Oui, effectivement. Jean-Martin, c'est son lot en tant que rockstar de l'agriculture. Oui, il polarise beaucoup, il attire énormément de choses, puis par sa personne, il se trouve à cristalliser énormément de courants. Bon, je pense que il y en est pas insatisfait, j'ai l'impression, mais bref, son modèle à lui, dépendamment du fait que je vais encore aller dans des grandes généralités pour pas tomber dans les détails où le diable se cache souvent, mais le modèle agronomique est extrêmement bien construit, il a très bien compris, synthétisé, expliqué des méthodes de culture, et c'est un outil de travail réellement utile pour n'importe quelle personne qui veut se lancer dans le maraîchage à toute échelle. Par contre, son exemple à lui, d'une part, une entreprise qui réussit à s'établir dans des marchés où les gens ont de très bons revenus, la mise en marché, que ce soit en Estrie ou à Saint-Lambert ou quoi que ce soit, bref, ils passent par dans des endroits où les gens ont les moyens d'acheter ce qu'ils vendent. Et ensuite, avec le mécénat, avec ce qui se passe avec la ferme des 4 temps, c'est des modèles qui lui ont très bien réussi, c'est tant mieux, mais qui sont pas reproductibles dans la majeure partie des cas, dans la majeure partie du Québec. Enfin, pas peut-être de la façon angélique que certaines personnes ou idéalisée que certaines personnes ont vu en rognant les coins un peu d'une certaine réalité que, je veux pas y reprocher d'en avoir fait abstraction, mais en fait, comme dans n'importe quel type de livre ou de méthode, des fois les gens accrochent plus sur ce qui leur plaît puis passent vite sur ce qui leur déplaît. Donc, bref, sa méthode est pleine de qualité, mais elle résout pas les problèmes des gens qui ont à faire justement faire l'épreuve de la rentabilité. Ouais. Puis est-ce que j'imagine que c'est toujours des défis l'agriculture, là. Les défis actuels là, après 15 ans auxquels vous faites face, est-ce qu'ils sont différents de ce qui était au départ? Ça ressemble à quoi au quotidien? Les défis sont différents effectivement, ne serait-ce que parce que faire des constats là à certaines années qui sont arrivées
récemment, ou là encore là au niveau de on va dire de la diversité du climat, de quoi que ce soit, on se fait la réflexion entre nous qu'avoir eu ces années-là, l'année 1, 2 ou 3 de notre établissement, on n'est pas sûr qu'on aurait passé au travers. Donc il y a une forme d'expérience qui vient, qui c'est sûr nous aide à aplanir les difficultés et à fonctionner. Donc, ce qui était des défis importants au départ, le demeure, mais sont plus faciles à relativiser. Et puis sont moins importants dans les heures qu'on peut avoir sur la route maintenant. Le défi dans la durée, l'agriculture est un métier de répétition, un métier de même si, comme je fais référence à tout ce qu'on contrôle pas, il y a énormément de choses qui changent d'une année à l'autre, d'une saison à l'autre, mais les gestes demeurent les mêmes. Donc, faut garder la motivation à travers tout ça. Donc, les défis viennent à ce niveau-là. Nous, de par notre modèle d'une société incorporée dont on est plusieurs actionnaires, de la ferme et tout, à travailler là, on a eu un accès assez on s'est créé un accès assez privilégié à l'aide à l'établissement de la financière agricole. Donc on a eu quand même assez de capitaux pour se permettre l'achat de la machinerie qu'on avait besoin. Donc aussi à l'égard des investissements après 15 ans, on est pas mal sorti du bois, on l'espère là. C'est sûr qu'on n'est jamais à l'abri des pannes de remplacement et compagnie, mais bon, on a vécu des épisodes difficiles il y a 2 ans avec entre autres un bâtiment qui s'est écroulé sous le poids de la neige au printemps. Donc c'est un exemple de choses qu'on ne planifie pas et sur lesquelles il faut repartir. Mais bref, on est rendu avec les reins assez solides pour traverser ce genre d'épisode là. Et écoute, c'est la grâce qu'on est en train de réussir. Je souhaite que ça en soit le cas, mais bon, nous on a acheté cette terre-là il y a 15 ans sur une hypothèque de 20 ans, donc dans 5 ans, on va être payé. Fait qu'une fois que ça c'est fait aussi, parce qu'on a réussi à résister aux sirènes de l'endettement qui est peut-être un peu moins à notre échelle agricole, mais bon, qui est le lot de la quasi-totalité des entreprises agricoles maintenant d'être surendettées par rapport à leur valeur. Donc bref, ces écueils-là, tranquillement, sont derrière aussi. Donc là, les défis maintenant sont vraiment beaucoup plus, et on en est fort heureux, dans la réalisation à chaque saison de la réussite d'une culture maraîchère, tout simplement. T'as déjà mentionné certaines idées, là, mais c'est quoi vos forces? Pourquoi ça a marché, Terra Sativa? En répondant à cette question-là, je vais d'abord mettre le bémol tout de suite que si j'identifie nos forces, j'identifie pas une recette pour autant. C'est pas parce que c'est quelque chose qui nous a réussi à nous. Écoute, je vais immédiatement de savoir. Alors tout le monde est retourné immédiatement sur le FM 93. Il y aura pas de recette aujourd'hui si vous voulez vous lancer en agriculture. En fait, sinon que de vous préparer à aimer ce que vous faites, parce que sinon vous allez trouver le temps long. Mais vous allez le trouver très court aussi, c'est possible. Mais c'est une belle expression. Préparez-vous à aimer ce que vous allez faire. Oui. Comment on fait ça? Je te demande encore une recette, moi, là? Écoute, mais aimer ce qu'on fait, c'est ça, là, ça sonne psychopop, mais je dirais que c'est l'essentiel d'à peu près n'importe quel travail qu'on fait. Autant le travail, l'attrait envers le travail comme tel que, de l'autre côté, l'attrait envers les produits qu'on met en marché. Les gens sont en quête de sens beaucoup maintenant. Oui. Donc, donner du sens à ce qu'on fait comme travail, c'est ce que les gens souhaitent maintenant de plus en plus. En agriculture, dans ce type dans l'agriculture biologique et mise en marché de proximité, on donne facilement un sens à ce qu'on fait. Ensuite, par rapport à ça, le fait de pas compter ses heures, en tout cas, quand on calcule qu'est-ce que nos heures valent, ça peut être pratique pour se comparer, mais c'est pas très motivant. Tout ça, c'est si on n'est pas en train d'apprécier le travail qu'on fait, même dans ce qu'il y a de difficile, vaut mieux revirer de bord tout de suite. C'est à la base, c'est ça. Faut être conscient que si on ne tire pas de satisfaction du travail qu'on fait à la base, le reste viendra pas compenser. Donc c'est pour ça que je disais préparez-vous à être prêt à aimer ce que vous faites. Dans notre cas, nous, quand ça fait 15 ans qu'on est là, ça a pris 7 ans avant qu'on se verse un salaire, tout le monde. Les 7 premières années, donc, c'est travailler à l'extérieur et pour aller chercher des revenus. Les premières années, les revenus de l'extérieur faisaient même vivre la ferme, qui était pas capable de fournir par ses revenus tous les paiements qu'elle faisait. Ensuite, la ferme est devenue, assez rapidement, la ferme est devenue autosuffisante en revenus pour combler ses dépenses, mais sans compter les salaires, justement. Donc là, pour vivre, fallait travailler à l'extérieur à ce moment-là.
Donc là, le fait d'être un groupe, c'est un des éléments où ça a été notre force, parce qu'on s'entend qu'un couple d'agriculteurs, c'est la réalité souvent un couple où il y a un des deux qui va travailler à l'extérieur carrément à temps plein. C'est nécessaire, mais ça épuise beaucoup plus. Nous, dans notre cas, ça a permis d'équilibrer les énergies de tout le monde. Et au fur et à mesure, on avait tous des dispositions naturelles envers certains types de tâches, mais la nécessité rognant tout ça, ça nous a, on s'est un peu tous placés dans des zones de responsabilité où on s'occupe parfois en partenariat, des fois une personne un peu plus seule par rapport à certaines tâches, mais bref, tout en partageant la force de travail, on a chacun des responsabilités qui nous permettent de diviser la pression qui vient par rapport à ça. Donc ça serait effectivement une de nos forces. Ça prend des liens solides. Ça prend des liens solides, ça prend une bonne communication, et le 10 ans, c'est des vœux pieux qu'on renouvelle à chaque année. C'est pas facile, c'est pas évident. Des fois, on s'assoit en gang pour discuter de choses et on se prend tous à rêver, à se dire maudit que être tout seul ou être juste deux, ça serait donc même moins compliqué de se brancher ou quoi que ce soit. Mais si on fait la somme des problèmes, des défauts et des forces de cette formule-là, pour nous, j'ai pas le choix de dire que c'est une force, la force du groupe, effectivement, puis la complémentarité des énergies. Puis, justement, aux gens qui veulent partir, comme dont on parlait dans l'introduction, en fait, qui pensent qu'ils sont faits pour le métier d'agriculteur, quel conseil tu donnerais? Un conseil, mon Dieu, je me sentirais un peu paternaliste de donner des conseils, mais je reviens. On te le demande. Ouais, mais c'est ça, mais je reviendrai à ce que je disais tantôt. Faut aimer ce que tu fais, puis de se fixer des objectifs, ne serait-ce que pour s'y mesurer, pour les réviser. Bon, nous, je faisais référence aux gens qui essayaient de nous décourager au départ, on avait des objectifs extrêmement ambitieux quand on est parti, puis ça n'a pas été une mauvaise chose de s'y comparer puis des ramener à la baisse suite à ça en se disant bon, ok, on va pas trop s'éparpiller, mais pour avoir l'impression d'avancer, c'est bon d'avoir des objectifs à court, moyen terme pour fonctionner. Et il faut se créer une structure. La structure va selon les gens avec qui on travaille, mais qu'on se lance comme personne seule, avec une équipe de travail, qu'on se lance en couple, qu'on se lance en groupe. Faut connaître les gens avec qui on se lance, puis il faut communiquer. Ça, je pense que c'est la recette dans le milieu du travail, parce que en agriculture, comme partout ailleurs, et de façon peut-être même plus aiguë, trouver de la main d'œuvre c'est de plus en plus difficile. Donc, faut truster les gens avec qui on est proche en partant. Puis, tu sais, t'as parlé au début que pour vous, ça avait été très important d'aller chercher de la formation puis de l'expérience sur des fermes. Fait que ça, c'est un incontournable, j'imagine, avant de se lancer. Oui, ça, j'en suis convaincu. C'est toujours une question d'échelle aussi. Quelqu'un qui se lance à très petite échelle va avoir un peu plus de marge de manœuvre pour apprendre sur le tas comme tel. Même si je pense qu'apprendre sur le tas, c'est encore là, c'est la vie. C'est en agriculture, l'agriculture et la vie ne sont qu'un gros tas sur lequel on apprend sans arrêt, puis rendu au sommet. Mais le tas peut être bien abrupt, Oui, effectivement, on peut choisir de quel bord on grimpe, quoi que ce soit, aborder la vie par la face sud. Mais la belle image. Ouais, mais la formation, mais surtout que cette formation-là maintenant, en agriculture biologique particulièrement existe. C'est une chose qui n'existait pas ou à notre époque, en tout cas de façon très parcellaire. On a en même temps, nous, même si dès le départ, dès le moment où on était certain de se lancer en agriculture, l'idée d'être en agriculture biologique certifiée était une question de simple bon sens. Là. On a évalué ensuite la portée par rapport à la mise en marché, par rapport à la plus-value, tout ce que c'était, mais au départ, c'était je vais faire de l'agriculture, ça va se passer comme ça, point, c'est tout. Mais on a apprécié avoir une formation en agriculture dite conventionnelle parce que on a appris justement des méthodes qui même si on les décriait puis on savait qu'on voulait pas les appliquer, on a appris comment ça se faisait, comment ça fonctionnait, puis on était capable d'y référer si nécessaire dans notre analyse ensuite. Donc de suivre des formations qui sont pas nécessairement liées vers le bio, en tout cas ou formatées pour le bio, est pas une mauvaise chose en soi. Je le dis particulièrement dans les régions où c'est pas toujours accessible. Oui. Mais la formation, puis ensuite l'expérience, là toute forme d'expérience peut varier selon le type d'entreprise qu'on veut avoir, mais de voir les façons de faire, d'expérimenter le rythme,
Puis de regarder aller, moi je me rappelle sur les fermes où je travaillais avant, où je trouvais que je travaillais très fort, mais je regardais les propriétaires aller où j'étais en me disant il est tout le temps debout avant moi, puis quand je m'en vais me coucher, il est encore debout, ça arrête pas, c'est de constater que on a envie d'être à la place de cette personne-là, après ça de se dire quand je vais être chez nous, moi aussi je vais avoir du jus pour faire ça va être tellement le fun, mais de comprendre, de se préparer à appréhender cette réalité-là. Ouais, tu penses que c'est une bonne idée d'aller travailler sur une ferme avant de s'inscrire à un DEC de 3 ans? Tu sais, pour voir si on aime ça, nous autres, désherber toute la journée ou... Ben, c'est que, je veux dire, d'une part, le travail, la main-d'œuvre particulièrement sur les entreprises maraîchères, bon, je vais prendre l'exemple de notre ferme encore, il passe beaucoup de gens, nous autres, parce que ce soit à travers le WWOOFing, Worldwide Opportunities on Farm, ou... en Organic Farm. Ben, c'était en Organic Farm avant, mais plus maintenant, parce que c'est plus nécessaire d'être bio pour être inscrit sur le site de WWOOF comme hôte. Mais donc, c'est pour ça qu'ils ont changé la signification de l'acronyme, mais il reste qu'il y a une majorité de fermes bio quand même, je pense, sur ce réseau-là. Donc, bref, c'est des gens qui viennent échanger le travail contre le logis et la nourriture. Bon, nous, à la ferme, on accueille de 2 à 4 personnes en woofing selon les périodes. Il y a des gens on a une durée de séjour minimum. Il y a des gens qui viennent dans une optique de se changer les idées, de voyage, et qui viennent travailler comme main-d'œuvre. Effectivement, ils désherbent, ils transplantent, ils récoltent, ils conditionnent selon le moment de l'année puis les tâches qu'il y a à faire à ce moment-là. Mais ils appréhendent ou ils découvrent la réalité agricole par ces tâches un peu répétitives, souvent physiques. Donc, c'est une bonne façon de tester. Bon, ça peut être une forme d'endurance ou de plaisir ou de résilience par rapport à ça. Mais il y a des gens qui sont venus, dans certains cas, je vais penser à Kim que je vais saluer, mais qui est débarqué pour un été pour travailler et qui ensuite est allé s'inscrire à Victoriaville, qui a fait cette technique, qui est revenu comme stagiaire sur la ferme et tout, et qui maintenant est formée, est fort compétente. Ben, de par son intérêt, elle, au départ, s'est intéressée à la question de la mise en marché, à la question de l'administration, à tout, et souhaitant avoir des responsabilités de par son intérêt, s'est trouvé à en assumer un petit peu plus. C'est ce genre d'exemple-là, quelqu'un qui veut, avant une formation, acquérir une expérience plus complète, ben s'il fait la preuve de sa motivation, puis ensuite de sa bonne volonté, de sa compétence sur place, puis qu'il trouve la bonne ferme pour s'y installer, c'est effectivement très pertinent pour se mettre à l'épreuve avant d'aller étudier. Mais je pense que l'inverse peut être tout aussi vrai, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a étudié, d'aller compléter tout ça par tout dépendamment d'où on vient dans le fond, mais nous vu qu'on venait pas d'un milieu agricole, ben si on avait juste étudié puis on s'était lancé, je pense qu'on se serait vraiment cassé la gueule solide là. Il faut mettre à l'épreuve. C'est l'impression que j'ai aussi. Tu sais, ça m'a beaucoup frappé l'expression se préparer à aimer ce qu'on va faire là. Ça a résonné en moi ces beaux mots là, parce que au fond, c'est ça qu'on va faire là, transplanter des semis puis désherber puis être mouillé puis tu sais si c'est la meilleure façon de s'assurer que c'est pas la vision romantique néo-rurale en quête de sens qui va nourrir le peuple qui domine, puis de te rompre à ce que tu vas vraiment faire. Puis tu sais, nous on le vit même dans notre recrutement, nous là, les urbainculteurs, là, les gens s'imaginent en gougoune sur des toits en récoltant des tomates puis que les oiseaux chantent là. Mais c'est pas toujours drôle monter des poches de terreau dans un escalier parce que l'ascenseur va pas jusqu'au toit puis faut pas gougoune. Non, ben les gougounes, ben en tout cas on travaille pas en gougoune aux urbainculteurs, jamais. Gougoune à cap seulement. Oui, c'est ça. C'est dans notre manuel de l'employé. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a c'est vraiment des je comprends qu'il y a un vrai romantisme derrière ces métiers-là pour vrai, mais il y a aussi une réalité très dure qu'il faut pas sous-estimer, je pense. Puis c'était un peu l'idée de ce qu'on voulait aborder avec toi aujourd'hui. Puis d'ailleurs, tu parlais des woofers, mais c'est pas de Terra Sativa qu'on a regardé une vidéo de... Ben oui, ça avait l'air le fun d'être des woofers chez vous. On a vu une belle vidéo. Ouais, je vois la vidéo à laquelle vous faites référence, vidéo qui est disponible, je crois, sur le site terrasativa.ca. Oui, on va mettre le lien sur la page de l'épisode, bien sûr. Mais oui, ben c'est des woofers, ça nous est arrivé à quelques reprises et c'est des situations qui sont comment dire, c'est impossible à prévoir, mais c'est à chaque fois que ça nous est arrivé, c'est vraiment une bonne chose. Des gens qui prennent contact avec nous tôt en saison et qui veulent venir passer
pratiquement tout l'été, en fait, la saison agricole au complet. Donc, une fois qu'on s'assure, là, entrevue, premier contact, puis qu'on se dit, bon, ben, le feeling est bon pour partir, ces gens-là qui vont passer toute la saison avec nous, ben, c'est sûr qu'on investit beaucoup plus de temps dans leur formation puis d'énergie par rapport à quelqu'un qui va passer juste 2 semaines, qui, comme je disais, qui va faire des tâches plus répétitives. Donc, et c'est cette équipe-là qui sont maintenant les filles derrière, la gang derrière la coop La Charrette. Ils sont partis leur propre entreprise agricole. Ça va être leur 2e saison en production cette année. Écoutez, c'est des gens qui pourront actualiser ce que je disais par rapport à ce que ça représente de se lancer en groupe en agriculture. Parce que c'est leur été à Terra Sativa fait partie de leur démarche, eux autres, pour se lancer en agriculture. C'est sûr qu'on avait beaucoup de points communs avec eux et on a eu beaucoup de plaisir, comme ça transparaît dans le vidéo. Je sais pas s'il y a encore le temps de faire des vidéos maintenant qu'ils gèrent leur propre ferme. Peut-être pas. J'avais vraiment envie de te faire parler de woofing parce que moi, ça a vraiment changé ma vie, mes expériences de woofing. Ça m'a fait découvrir des personnes, des façons de vivre, des valeurs que justement, ayant grandi moi aussi à Longueuil, m'attirait profondément, puis de les voir mises en action dans le quotidien d'humains réels. Pour moi, ça a été un moteur qui me fait rouler encore aujourd'hui, là. Fait que j'invite vraiment les gens. Il y a d'autres réseaux que woofing, là. Il y a différentes opportunités, là, mais c'est vraiment une façon d'aller directement au cœur d'une expérience maraîchère concrète, puis de faire tomber les illusions, puis de trouver, puis de faire d'autres belles découvertes en échange. Là, c'est pas juste, au contraire, là, c'est pas de la souffrance. C'est des merveilleuses rencontres. C'est une bonne façon de mettre à l'épreuve certaines idées qu'on peut avoir sur l'agriculture. Justement, si on a accès aux fermes, parce qu'il y a tout type d'agriculture, woofing ou sur Workaway ou autre réseau, quoi que ce soit. C'est le cas de certaines personnes qui sont venues nous visiter, effectivement. Si on veut confronter nos perceptions à certaines réalités, ben, le woofing est une excellente façon. C'est comme faire un employé d'un jour pour plus longtemps. Oui. Il y a des endroits où on peut passer très rapidement. Nous, là, comme je disais, il y a un séjour minimum parce que on veut prendre le temps de mais c'est long, former quelqu'un quand même. Ça vaut la peine. Ouais. Effectivement. Ce qui nous a donné l'idée d'inviter Guillaume au podcast, c'est un petit malaise, en fait. Ben oui. Parce que Terra Sativa publie chaque semaine un bulletin à ses abonnés et le nom de ce bulletin, eh bien, c'est le Mange Patate. C'est un beau nom. Ah oui, hein, fait que tu trouves pas ça quand tu googles, hein, Mange Patate, ça sort pas le bulletin de Terra Sativa, c'est sous le radar, c'est vraiment juste diffusé aux abonnés. Mais ce qui me gêne terriblement, moi, personnellement, c'est que j'ai été abonnée 2 ans de temps au panier de Terra Sativa jusqu'à ce que je change de quartier et m'éloigne du point de chute. Donc, ce n'est pas quand je n'aimais pas les légumes et le service impeccable. Merci de le préciser. Bien sûr. Donc, c'est vraiment une question pratique. J'aime ma nouvelle ferme aussi, là. Mais bref, c'est pas sur ça que je veux m'étendre. Mais là, ça fait déjà 4-5 ans de ça et je jure, je ne me souvenais vraiment pas que le bulletin pas mensuel, mais hebdomadaire, s'appelait le Mange Patate. Il y a rien qui prouve que je suis pas une menteuse, voleuse de noms. Mais bref, Mange Patate, c'est un nom génial pour un outil de communication à saveur agricole. On est assurément d'accord là-dessus. Donc, c'est toi, Guillaume, qui rédige le Mange Patate depuis 15 ans, n'est-ce pas? Oui, en fait, là, tu dis hebdomadaire, c'est chaque semaine de la saison maraîchère. Oui, de la saison. C'est sûr qu'en janvier, tu te calmes. Oui, effectivement. Il y a eu, là, selon ces 16 ou 17 semaines, selon les années, là, on est à 17 semaines de panier depuis un bon bout de temps, mais bref, c'est une publication hebdomadaire qui est publiée à chaque panier, donc plusieurs fois par semaine, mais c'est le même frame à chaque semaine, adapté à peu de choses près. Mais pourquoi c'est important pour toi, depuis 15 ans, d'écrire à chaque semaine qu'est-ce qui se passe sur la ferme? Ben, je veux dire, c'est important à la base de communiquer avec sa clientèle. La grosse majorité, la majorité de notre mise en marché se fait par les paniers, sinon par les marchés publics. Il y a une petite partie ensuite restaurants et épiceries, mais essentiellement dans un contact direct avec les gens. Donc, par les points de chute, la majorité des points de chute encore là, on est sur place, on voit les gens. Des fois, on prend le temps de jaser avec eux. Des fois, pour toutes sortes de raisons, ça se passe plus rapidement. Donc, et il y a dans certains cas où les gens viennent chercher leur panier dans un point de dépôt, c'est une minorité, mais là, on n'a pas la chance de se croiser. Fait que pour toutes ces raisons-là, le bulletin, le Mange Patate, ben c'est l'information certaine. On dit, indépendamment du temps qu'on a pour parler avec les gens ou les questions qu'ils vont poser, on va être sûr qu'il y a cette information-là. C'est-à-dire, bon, à la base, le contenu du panier
et des nouvelles de la ferme. C'est simplement cette base-là. Bon, moi, il se trouve que j'écris depuis longtemps, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, ce qui fait que quand vient le temps de parler des légumes qu'il y a dans le panier, ben le fait de leur dire, bon, alors c'est ça a l'air de ça pour cette semaine pour telle raison, c'est telle variété, c'est pour ça qu'ils ont l'air de ça, si tu veux le conserver de la meilleure façon, idéalement tu peux le faire comme ça, pour comment ça se mange ou qu'est-ce que c'est même dans certains cas. Donc c'est des informations essentielles, on va le dire, pour aider les gens à apprécier, appréhender, gérer leur panier. Mais là, une fois qu'on a des idées qu'on veut les informer, ben dans la forme, moi je prends plaisir, on va dire, à donner une certaine forme littéraire à ça. Ça transparaît. C'est ça. On va varier. Bon, c'est du cabotinage rigoureux, comme j'ai déjà dit. Et c'est aussi le fait que le mange-patate essentiellement est écrit là, nos paniers la semaine commencent le mardi. C'est le lundi soir que je fais ça à la fin de la journée. Et dans certains cas, vu qu'on, comme exemple, la Terra Sativa, on essaie d'avoir une laitue à chaque semaine dans chaque panier. Mm-hmm. Si vous faites le total des 14 dernières saisons, à 16 ou 17 semaines par semaine avec des laitues, même en soustrayant quelques-unes, ça fait souvent que je parle de laitue. Donc, dans le but d'essayer de se renouveler de temps en temps, ça va arriver que là, c'est là que le cabotinage embarque ou que la forme prend le pas sur le fond. Donc, le journal, c'est un journal de 2 pages qui, je dirais, contient essentiellement une page d'informations essentielles, peut-être une page et demie, puis le reste, c'est du plaisir. Oui, mais ouais, j'avais beaucoup de plaisir à le lire. Bien que je ne me rappelais pas que ça s'appelle le mange-patate, je me souviens vraiment que, tu sais, on en reçoit des infolettes à chaque semaine qu'on lit pas, mais celle-là, je la lisais tout le temps. Et je dois te dire que la recette de bœuf braisé au tomatillo m'accompagne encore à chaque automne de ma vie. Eh bien, donnons crédit à Monsieur Christian Bégin, c'est la recette de Monsieur que Christian Bégin était venu réaliser à la ferme et est venu faire ça chez nous. Donc, c'est à lui tout le mérite de l'avoir créé et on s'en donne un petit peu pour la diffuser ensuite et pour faire des tomatillos. Ouais. Mais moi, je l'aurais pas su sans toi. Je serais restée avec la salsa verde pour toujours. Qui est pas une mauvaise recette de tomatillo non plus. Mais en même temps, faut se renouveler. Oui. Puis on vous invite d'ailleurs à aller lire directement sur le site web de Terra Sativa pour avoir un aperçu de la plume de Guillaume. C'est vraiment le fun à lire. Je vous en remercie. Merci Guillaume d'être venu te faire aller le mange-patate avec nous. Merci pour tes perles de sagesse et pour ceux qui ont eu le coup de cœur pour le woofing. Êtes-vous à la recherche de woofer pour 2019 ou c'est complet? Écoute, là, à ce stade-ci, c'est un peu prématuré. Je sais pas quand ça va être diffusé, mais on est en démarche pour des subventions, pour des salaires pour les employés. Ça va dépendamment si ça marche ou pas. Donc, je vais dire que oui, il y a de la place. La porte n'est pas fermée. Je sais pas pour quelle période, à quel moment, mais c'est la place. Ça va me permettre, je vais dire que si vous communiquez avec la ferme, avec nos coordonnées que vous allez trouver sur le site, c'est Noémie qui s'occupe de tout ça. Et en disant Noémie, bien, je voulais absolument nommer le nom de mes collègues. Je parle de la force du nombre et de tout. Moi, ma job, c'est d'être la bouche du totem maraîcher ici. Mais faut pas négliger les autres membres de notre précieuse organisation. Donc Noémie, Roch, François, Jean-François sont autant aussi importants derrière la sagesse que je prétends posséder aujourd'hui. Super. Merci. Ben oui, merci. Alors nous, on se quitte quelques minutes pour écouter la capsule horticole de Marie-André. Oh les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume très tendre. Oh les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. Il existe une multitude de façons de cultiver. On entend parler de bio-intensif, de biodynamie, de conventionnel, mais avez-vous déjà entendu parler de l'agroforesterie? Avec l'agroforesterie, on sort du milieu urbain et on se transporte en milieu rural. Une définition simple serait que l'agroforesterie consiste en la cohabitation d'activités agricoles et forestières sur un même territoire. Sur un lieu donné, on retrouve donc des cultures, céréalières ou maraîchères, des arbres ou des plantes ligneuses pérennes et parfois même des animaux qui entretiennent tous, évidemment, des interactions étroites. Il existe plusieurs types de systèmes agroforestiers, chacun présentant des bénéfices économiques, environnementaux et sociaux. Observons-en quelques-uns pour se faire une idée des fonctionnements et avantages. Premièrement, une haie agroforestière est un alignement d'arbres ou d'arbustes, plus ou moins denses, situés en bordure d'une parcelle, qu'elle soit cultivée ou en pâturage. Quels avantages y a-t-il à implanter ce type de haie? Tout d'abord, les arbres peuvent réduire la course du vent et ainsi protéger les cultures présentes, minimiser l'érosion du sol ou même protéger les animaux du pâturage. En culture de type conventionnel, l'implantation d'une haie peut contribuer à la réduction de la dérive des pesticides.
Si ce sont des arbres à noix ou des arbres et arbustes fruitiers, ils peuvent fournir un revenu supplémentaire aux producteurs qui les possèdent. Les arbres séquestrent le carbone et sur le long terme peuvent présenter un revenu par la vente du bois. Une haie diversifiée devient un habitat de choix pour stimuler la biodiversité et protéger la faune. En périphérie d'un bâtiment d'élevage, ils peuvent contribuer à atténuer les odeurs. Et n'oublions pas l'esthétisme, les arbres améliorent certainement le paysage. Deuxièmement, il est possible de jumeler une production ligneuse plus intensive à l'intérieur d'une parcelle de culture. On parle alors de système agroforestier intercalaire puisqu'on alterne rangées d'arbres et bandes de culture. Évidemment, les dimensions de la machinerie doivent être considérées avant la plantation. On vise entre autres la diversification de la production par la vente éventuelle du bois ou la production de noix ou de fruits. Finalement, il est possible d'associer élevage et production d'arbres. On parle alors de sylvopastoralisme. Les animaux sont élevés directement dans une plantation forestière ou dans un pâturage associé à une haie agroforestière ou une culture intercalaire. Quoique bien intéressant, ce système semble un peu plus complexe puisque les arbres doivent être protégés des possibles dommages causés par les animaux. L'agroforesterie ne se résume pas à ces 3 exemples, mais se définit encore davantage dans une multitude de systèmes passionnants. Je vous invite à les découvrir. Donc, on souhaite que nos auditeurs qui caressent un rêve de carrière maraîchère se sont sentis inspirés par le récit du succès de Terra Sativa. On voulait vraiment pas faire un épisode paternaliste puis vous dire « Hey, vous savez que c'est pas un métier facile, là. » Au contraire, on voulait vous inspirer en vous présentant un exemple de jeunes rêveurs qui ont pris les moyens nécessaires pour faire de leur rêve une réalité qui dure. On souhaite vraiment au Québec de nombreux nouveaux maraîchers pour satisfaire tous les estomacs des citoyens qui sont, on a l'impression du moins, de plus en plus nombreux à souhaiter se nourrir sainement et localement. Tout à fait. Puis je me permets de faire une mini capsule littéraire et de vous recommander un livre si ça vous intéresse, particulièrement là si vous pensez vous lancer puis que vous faites partie de la relève agricole. C'est une BD reportage, donc vraiment un mix de journalisme et de BD qui s'appelle Faire campagne, joie et désillusion du renouveau agricole au Québec. Ça a été réalisé par Rémi Bourdillon et Pierre-Yves César et c'est publié aux éditions Atelier 10 et La Pastèque conjointement. C'est très enrichissant. Puis d'ailleurs, tous ceux là, qui s'intéressent au milieu agricole au Québec, on en apprend beaucoup. Et on vous rappelle que cet épisode était commandité par SmartPot, ces pots de jardinage en géotextile qui permettent de cultiver de tout, partout, facilement et à faible coût. Visitez www.smartpots.com, donc smartpot avec un s.com pour en savoir plus. Donc, sur ce, venez donc nous dire si vous avez des rêves de grandeur en jardinage ou, en tout cas, si vous avez des proches peut-être qui font partie de la relève agricole, à quel genre de défis ils font face et puis qu'est-ce qui fait leur réussite. Et puis, sinon, on se reparle dans 2 semaines. D'ici là, n'hésitez pas à partager notre épisode, à nous laisser des étoiles et puis on se dit à bientôt. Bye bye! Bye!